Écoutez, bonjour à toutes et à tous, encore une fois, et bienvenue sur ce webinaire appelé Plan de relance, quel dispositif pour les entreprises industrielles en région lyonnaise? Je suis Frédéric Miribel, responsable de la prospection internationale à l'ADERLI. Notre agence vous a accompagné ou a contribué à votre implantation dans la région lyonnaise ou votre développement. Nous espérons que votre activité n'est pas trop impactée actuellement par la crise sanitaire notamment. En tout cas, nous avons jugé opportun de vous partager des informations sur le plan de relance, qui est un plan à 10 ans, avec 100 milliards d'euros à 10 ans. Et nous avons surtout voulu cibler nos implantés, comme on les appelle, dans le secteur de l'industrie, puisque c'est là où nous avons focalisé notre attention sur ce plan de relance, avec notamment l'industrie du futur. Nous avons donc plusieurs intervenants, nous avons rassemblé nos partenaires et notre expert interne pour vous parler, et donc je vous les présenterai au fur et à mesure. Le déroulé, Sébastien, peut-être qu'on peut le regarder juste la slide d'après. On va vous parler donc du Sébastien, mon collègue de l'ADERLI, vous parlera du plan de relance globalement, avec les grosses répartitions de ce plan et comment il s'organise. Sophie Caclin de la CCI vous fera un zoom particulièrement sur l'aspect environnemental et les aides dans le développement au niveau de l'environnement. Frédéric Bellotti de l'ENE vous parlera de l'accompagnement industrie du futur dans notre région. Et on terminera avec Céline Issar-Guillot de la Direct pour parler plus globalement du plan de l'industrie du futur. On se réserve une séance de questions-réponses. Alors un petit message technique, vous voyez donc sur cette plateforme GoToWebinar à droite dans votre menu, votre micro est coupé, donc d'office, voilà. Par contre, vous pouvez poser vos questions dans le petit onglet questions en bas à droite que vous voyez. Posez-les à n'importe quel moment et donc nous réservons un peu de temps en fin de session, en fin de cette heure pour répondre à vos questions. Donc voilà, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Je vais surveiller le temps. On est pile à l'heure pour démarrer avec mon collègue donc Sébastien Brasier, qui va en même temps passer les slides et qui va vous présenter ce plan de relance. Bon webinaire. Bonjour à tous, merci du coup Frédéric pour l'introduction. Petite précision technique également avant, on rencontre quelques soucis sur la bande passante, donc il se peut qu'on soit amené aussi à couper nos webcams pendant le passage. On essaiera de les remettre le plus possible. Donc Sébastien Brasier, je travaille en tant que conseiller en financement des entreprises au sein de l'ADERLI. Donc comme le disait Frédéric, je vais commencer par vous présenter une petite infographie sur le plan de relance dont vous avez sûrement entendu parler. Donc le plan de relance a été annoncé par le gouvernement début septembre. C'est un plan qui pèse pour à peu près 100 milliards d'euros et qui s'étend donc sur une dizaine d'années, entre 2020 et 2030. Malgré tout, la volonté de décaisser une grande partie, une bonne partie du plan de relance sur les 3 premières années a été annoncée donc par le gouvernement. Ce qu'on peut dire sur ce plan de relance à travers les quelques graphiques que vous voyez, c'est que du coup, dans un premier temps, c'est un plan qui est largement tourné vers l'offre, puisqu'environ 2/3 des mesures et des dispositifs de ce plan de relance sont à destination des mesures à destination de l'offre, et 1/3 pour la demande. L'autre chose qu'on peut également voir sur ce plan de relance, c'est que, étant donné que c'est un plan de relance qui est tourné vers l'offre, les premiers acteurs à bénéficier de ces dispositifs sont les entreprises, mais on peut voir que le deuxième acteur à bénéficier de ce plan de relance, c'est également l'État et les institutions publiques lui-même, à travers par exemple le Ségur de la santé ou la rénovation énergétique des bâtiments publics. Ce plan de relance également est construit sur 3 piliers qui sont à peu près équilibrés, donc un pilier de cohésion, un pilier écologie et un pilier compétitivité, sur lequel nous allons revenir un peu plus en détail dans la prochaine slide. 3 autres informations également à communiquer sur ce plan de relance. Comme l'a dit Frédéric Miribel en introduction, c'est un plan de relance qui, envers les entreprises, est largement tourné vers les entreprises industrielles, puisqu'on estime à peu près 33 milliards, donc 1/3 du plan de relance destiné aux seules entreprises industrielles. La deuxième chose également à noter, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont un peu innovants, qui n'existaient pas avant, par exemple un fonds sur les friches industrielles, des appels à projets dont on va vous parler par la suite,
mais il y a également un certain nombre de dispositifs qui étaient déjà existants et qui ont été soit prolongés, soit abondés. C'est notamment, par exemple, le cas du fonds chaleur de l'ADEME ou alors d'un certain nombre de dispositifs de la BPI à destination des startups comme le French Tech Bridge ou alors des fonds d'investissement sur tout ce qui est les green tech. Et enfin, la dernière chose à dire également sur ce plan de relance, c'est qu'on a un certain nombre de dispositifs, vous le verrez, qui prennent la forme d'appels à projets. Donc, les appels à projets, ça veut dire une deadline à respecter, des critères d'éligibilité, de sélectivité, une espèce de compétition. Donc, on a quelques dispositifs comme ça. Et on a également des dispositifs de droit commun, comme la baisse de la fiscalité des entreprises, sur lesquels on reviendra un peu plus en détail. Donc, comme je vous le précisais, en termes d'infographie également, le plan de relance est construit sur 3 piliers. Donc, un pilier écologie, un pilier cohésion, un pilier compétitivité, à peu près équilibrés les unes les autres. Vous pouvez voir les différents segments à l'intérieur de ces piliers qui mobilisent un certain nombre de budgets de ces différents piliers. Sur la technologie, sur l'écologie, pardon, on peut voir que les technologies vertes, et notamment par exemple le plan de l'hydrogène à 7 milliards représente une bonne partie. Sur le plan de cohésion, le pilier cohésion, on voit que c'est davantage les mesures de sauvegarde de l'emploi, donc de l'activité partielle de longue durée, ou alors des mesures envers l'insertion des jeunes travailleurs et des travailleurs handicapés, et également le Ségur de la santé qui prennent une bonne partie de ces 36 milliards. Et enfin, sur la compétitivité des entreprises, la partie qui est la plus mobilisatrice, on va dire, c'est que ça concerne la fiscalité des entreprises. Donc, en parlant de fiscalité, justement, venons-en un petit peu plus dans les détails. Une des mesures phares du coup de ce plan de relance, c'est certainement la baisse des impôts de production qui ont été annoncés lors de ce plan de relance. Pour information, donc, la baisse des impôts de production fait suite également à la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés qui avait été annoncée au début du quinquennat Macron et qui poursuit du coup sa baisse jusqu'en janvier 2022. Vous voyez la trajectoire sur le graphique qui est diffusé. Et donc, on a eu des mesures de baisse des impôts de production qui commenceront en 2021 et qui pèsent pour à peu près 20 milliards d'euros, rien que pour l'année 2021 et 2022. Donc, sans rentrer vraiment dans la technique de cela, ce qui a été annoncé, c'est d'une part une suppression de la part régionale de la CVAE qui conduirait donc à une baisse pour moitié donc, du taux d'imposition de la CVAE, donc la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. On a aussi une réforme sur la méthode de taxation des locaux industriels qui devrait réduire également de moitié, donc en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises et sur la taxe foncière des propriétés bâties. Et donc, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la totalité de ces impôts constitue en fait ce qu'on appelle la base de la contribution économique territoriale, donc la CET, et dont on avait en fait un plafond qui était de 3% de la valeur ajoutée fiscale de l'entreprise. Si donc les impôts dépassaient les 3%, il y avait donc un plafond qui ne pouvait pas être dépassé. Et donc, du coup, ce plafond va également être abaissé à 2%. Donc, au-delà donc, des mesures techniques, ce qui est assez intéressant de noter, c'est l'impact et à qui va bénéficier cette mesure. Donc, on peut voir que les entreprises qui bénéficieront plus de la mesure sont les ETI et les PME. Donc, plutôt dans le secteur industriel, c'est la volonté en tout cas de cette mesure-là, mais des entreprises du commerce vont aussi en bénéficier par notamment la réduction de la CVAE. Et donc également, ce qui est intéressant pour nous à noter, c'est que les territoires qui vont bénéficier, notamment les régions qui vont en bénéficier le plus, on voit que la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas en reste, puisque sur la CVAE, ce sera la deuxième région qui sera la plus bénéficiaire de cette baisse-là. Et sur la diminution de l'impôt foncier sur les établissements industriels, c'est la première région, ce qui montre vraiment l'ADN industriel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, du coup, je voulais vous dire un mot sur les quelques appels à projets de soutien à l'investissement et à la modernisation de l'industrie. Donc ça, ce sont des appels à projets qui ont été lancés en fait au courant du mois de juin jusqu'à la fin de cette année-là, jusqu'au 17 novembre. Donc le premier, c'était un fonds de modernisation sur les secteurs automobiles et aéronautiques qui avait été largement impacté par la crise du Covid. Je vous ai mis des petits retours d'expérience sur 2020 avec des chiffres pour vous montrer que ces dispositifs-là ont été largement plébiscités.
sur la première phase. Et donc, quelle suite pour ces appels à projets? Alors, du coup, c'est pour un besoin de simplification, ce fonds de modernisation a été rebasculé dans le plan de relance pour l'industrie, donc le dispositif que vous voyez tout à droite de la slide. Et donc, du coup, même s'il expirait au 17 novembre 2020, tout ça pour vous dire que cet appel à projet a été renouvelé et que du coup, ils sont d'ores et déjà réouverts jusqu'au 1er juin 2021. Le deuxième dispositif concerne un appel à projet qui est communément appelé l'appel à projet territoire d'industrie, même s'il n'est pas réservé au territoire d'industrie, mais il est ouvert à tous les territoires, et qui constitue donc du coup à identifier, sélectionner et soutenir des projets industriels structurants pour le territoire dans tout type de secteur. Ce qui est intéressant et ce qui est important de vous dire sur cet appel à projet, c'est qu'il a été largement publicité, puisqu'on a eu à peu près plus de 1000 entreprises qui ont déposé un dossier complet sur cet appel à projet-là. À début novembre, quand on avait regardé les chiffres, 86 entreprises lauréates avaient été sélectionnées pour une aide publique à 58 millions. L'aide totale sur 2020 était de 150 millions. Elle a été revue à la hausse à 250 millions puisqu'il était vraiment plébiscité. Et tout ça pour vous dire que même si pour l'instant, il n'y a qu'une partie des crédits qui ont été décaissés, 50 millions, cet appel à projet est très concurrentiel, très plébiscité. Donc, du coup, si vous avez un projet qui est intéressant et structurant, n'hésitez pas à le déposer, mais vous serez en concurrence avec de nombreux autres projets et le taux de sélectivité est assez faible. Donc, on vous a mis les liens dans lesquels vous pourrez retrouver tout le cahier des charges, des critères de sélection et d'éligibilité. Enfin, le dernier appel à projet, c'est le plan de relance pour l'industrie avec 5 secteurs stratégiques qui avaient été ciblés, qui sont rappelés sur la fin de cette slide et auxquels donc santé, électronique, agroalimentaire, intro de l'industrie et télécommunications 5G, auxquels nous avons été rajoutés aéronautique, automobile. Et donc, du coup, sur celui-là, contrairement au précédent appel à projet, nous ne sommes pas sur une instruction au fil de l'eau avec épuisement des fonds, mais vraiment sur des relevés de dossiers à des échéances qui sont déjà marquées 6 janvier, 31 mars, 1er juin 2021. Donc, cet aspect-là est vraiment ciblé sur certains secteurs, priorité à la localisation ou relocalisation de projets industriels, mais du coup un peu moins concurrentiel que le précédent. Donc, si vous avez des projets qui peuvent s'inscrire là-dedans, n'hésitez pas non plus à répondre à cet appel à projet. Voilà pour ma part, du coup j'ai fini pour ma partie, donc je vais laisser la parole à Sophie Caclin, qui est donc référente CCI sur le plan de relance. Sophie, du coup, si tu nous entends, je te laisse prendre donc la parole. Et un petit rappel pour ceux qui nous ont rejoints, vous pouvez poser vos questions à droite pendant l'intervention. Merci. Alors Sophie, je ne sais pas si tu nous entends. Je ne t'entends pas. On l'entendait bien tout à l'heure. Oui, c'est bon, ça y est, on t'entend maintenant. Merci. Donc, comme vous l'avez vu, la transition écologique est une des priorités de ce plan et représente un tiers de l'enveloppe globale. Sébastien, s'il te... Voilà, merci. Voilà, donc comme vous l'avez vu, la transition écologique est une des priorités de ce plan et représente un tiers de l'enveloppe globale, soit 30 milliards d'euros. En voici les grandes thématiques qui concernent les 3 cibles, entreprises, administration, ménage, avec les budgets associés. Par exemple, la rénovation énergétique des locaux de TPE-PME bénéficie d'une enveloppe de 200 millions d'euros, avec un dispositif en particulier aujourd'hui et qui sera complété dans les 2 ans qui viennent. La décarbonation de l'industrie porte aussi bien sur l'outil de production que sur le site industriel dans sa globalité, avec des mesures dont vous pouvez voir quelques-unes ici, qui passent par des subventions dans le cadre d'appels à projets souvent opérés par l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. Les dépenses éligibles concernent les investissements de machines, de technologies, qui permettent aux sites industriels d'être moins consommateurs d'énergie et d'optimiser, de manière plus globale, d'optimiser tous les flux à l'échelle du site. Les mesures passent également par des subventions au travers de ce que l'on appelle des guichets, c'est-à-dire une demande de subvention qui est faite par le dépôt d'un dossier auprès de l'agence de services et de paiement, l'ASP. Et souvent, quand on passe par l'ASP, ce sont des projets où les investissements sont à des niveaux inférieurs que sur des appels à projets, et particulièrement dans certains cas, on est sur des échelles de
1 million, 3 millions ou à des échelles inférieures. Donc, toutes ces mesures concernent bien une multitude de projets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taille idéale. C'est bien en fonction de chaque type de projet que l'on va choisir un des dispositifs. Et enfin, ces mesures passent également par des prêts, comme le prêt vert ADEME, qui est opéré par BPI France, pour le coup, alors que les autres mesures sont souvent opérées par l'ADEME. Et là, en fait, on va pouvoir... en fait, ça aide, vous, entreprises, à financer vraiment des projets qui sont très, très différents les uns des autres. D'autres appels à projets portent, par exemple, sur les systèmes énergétiques des territoires, qui peuvent aussi vous intéresser. Sébastien, voilà, merci. Ou sur des thématiques particulières comme l'hydrogène, et il y a aussi d'autres appels à projets qui vont concerner des secteurs ou des filières particulières comme la plasturgie, le textile. À ce jour, une première vague d'appels à projets est clôturée, mais de nouveaux appels à projets sont déjà prévus au printemps 2021 et en 2022. Donc, c'était prévu, mais là, on a des confirmations tout à fait concrètes. Et l'ADEME, en fait, en ce moment, est en train d'instruire les dossiers reçus et souhaite profiter justement de ce retour d'expérience que nous ne connaissons pas à ce jour pour mieux dimensionner les futurs appels à projets par rapport aux sujets traités et aux besoins des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, elle va se servir des propositions qui ont été faites pour justement peut-être mieux adapter par rapport au type de projet qu'elles reçoivent et du coup mieux répondre à vous, entreprises, parce que le but est bien, dans le cadre de ce plan de relance, et en tout cas sur le volet énergétique, d'inciter les entreprises à investir dans des systèmes qui permettent justement cette transition écologique du site industriel. Et c'est vrai que, en tout cas en ce qui concerne le système de subvention, il est vraiment accessible à tout type d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est vraiment de la petite entreprise qui aurait un investissement qui est à l'échelle de ce qu'elle fait en activité, comme pour jusqu'à des grandes entreprises, en passant évidemment par les PME, par rapport à divers projets qui concernent la transition écologique du site. Voilà pour ma part. Merci. Merci Sophie. On va passer à Frédéric Bellotti, responsable projet industrie du futur à l'ENE, qui accompagne donc ce projet. Frédéric, c'est à toi. Oui, tout le monde m'entend, c'est bon? C'est tout bon. Ok, super. Donc moi je vais vous parler brièvement donc du dispositif Industrie du futur. Le dispositif Industrie du futur est né en 1918 de la volonté de l'État d'accompagner les PME, PMI et ETI dans leur transition pour aller vers l'industrie 4.0, pour être plus réactive, pour être plus efficiente, avec une volonté donc d'accompagner sur la période 2019-2022 10 000 entreprises via des accompagnements, et au niveau de la région, c'est très précisément 1626 accompagnements à réaliser d'ici 2022. Avec en parallèle, l'État avait mis en place donc le suramortissement exceptionnel qui permettait d'amortir 2 fois plus les investissements liés à l'industrie 4.0, et ces suramortissements aujourd'hui se sont transformés en subventions à l'investissement, et ces subventions seront présentées tout à l'heure par Céline, et ça vous permettra d'obtenir jusqu'à 40% du coût de l'investissement, que ce soit dans l'investissement matériel ou dans l'investissement logiciel, sur des problématiques d'industrie 4.0. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc l'offre de industrie du futur au niveau donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été construite avec 3 partenaires. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Digital qui va porter toutes les problématiques autour des processus d'industrialisation, d'investissement, d'aménagement de sites. L'ENE qui va porter l'ensemble des dispositifs autour du numérique et de la data dans l'industrie 4.0. Et la RACT, Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, qui, elle, va porter toutes les problématiques de l'homme au cœur de l'industrie du futur, sur la mise en adéquation des compétences et des nouveaux usages, des compétences et des nouvelles technos, pour effectivement que l'homme soit au cœur du processus de l'industrie 4.0. Donc aujourd'hui, telle qu'a été construite la démarche industrie du futur, il y a 4 axes. Il y a un axe autour de la conception, un axe autour de la production,
un axe autour du pilotage de l'entreprise et un axe autour de l'intégration, c'est ce que j'évoquais il y a quelques secondes, créer de la valeur en intégrant les hommes au cœur de l'industrie du futur. La philosophie du dispositif Industrie du futur en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quelle que soit effectivement votre problématique, votre thématique, si vous souhaitez vous concentrer plutôt sur l'outil de production, si vous souhaitez vous concentrer sur la partie data ou sur la partie humaine, c'est de vous apporter un financement à hauteur de 50% du coût de la prestation jusqu'à 16 000 euros. Ça signifie en gros que si vous avez une prestation qui va vous coûter 20 000 euros, on va être capable de vous en financer 10 000 euros. Si vous avez une prestation qui coûte 40 000 euros, la fourchette haute de financement sera de 16 000 euros. L'objectif, effectivement, c'est, quelle que soit la thématique, c'est nous, porteurs, d'identifier votre besoin, d'identifier votre projet et de vous mettre en relation avec des prestataires qui ont été référencés sur un appel à référencement. Les prestataires prennent contact avec vous, donc vous avez toujours 2 à 3 prestataires qui vous sont proposés. Vous rentrez dans une phase de dimensionnement du projet, de négociation commerciale. Vous choisissez le prestataire avec lequel vous souhaitez travailler et à partir de ce moment-là, nous, on vous accompagne dans le montage du dossier auprès des pouvoirs publics pour vous obtenir le financement. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, on va se concentrer effectivement uniquement sur les lots numériques, les lots qui sont portés par l'ENE, tout en sachant effectivement qu'aujourd'hui, on essaye de couvrir l'ensemble de la chaîne de la valeur et que si vous avez d'autres problématiques qui aujourd'hui ne sont pas citées, il ne faut vraiment pas hésiter de se rapprocher soit de moi, soit de l'agence pour qu'on puisse voir comment effectivement on peut vous accompagner. Donc sur la partie usine numérique, nous, on va vous accompagner sur la mise en place de jumeaux numériques. Sur la partie data que je porte, il y a un double axe de réflexion. C'est soit effectivement, on va vous apporter un axe de conseil, d'analyse, de rédaction du cahier des charges, soit effectivement, on va vous dire que sur certains usages ou certains technos, ça peut être intéressant de tester in vivo, in situ chez vous, cet usage-là. Donc, on aura la possibilité soit de vous accompagner sur une partie pure conseil, soit de vous accompagner sur une partie POC, proof of concept, c'est-à-dire vous testez in vivo un usage chez vous. Par exemple, si vous souhaitez tester le jumeau numérique, nous, on a référencé des prestataires qui sont capables de développer par rapport à votre problématique un jumeau numérique et de voir effectivement pour vous s'il y a un avantage concurrentiel à intégrer cet usage ou cette techno. Donc ça, sur la partie conception, on porte la partie jumeau numérique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Sur la partie produire, effectivement, on va apporter tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée. Effectivement, je vais vous donner un exemple. Là, on est en relation avec une entreprise qui aujourd'hui produit notamment des rideaux et ne peut plus se déplacer chez les clients, effectivement, pour voir avec ses commerciaux pour voir comment sont les rideaux. Donc, on va les accompagner sur un dispositif où le client prendra avec son téléphone son environnement en photo et il aura la capacité à voir le rendu des rideaux dans son environnement personnel. Donc là, effectivement, on ne sera pas sur du conseil, on sera sur le développement d'un POC. Donc sur la partie pilotée, on accompagne la partie réalité virtuelle, réalité augmentée. Et vous voyez les autres thématiques, simulation de flux, création de sites, procédés avancés de production, qui sont des lots qui sont eux portés par l'agence. Suivante, merci. Alors là, effectivement, sur la partie pilotage, on est vraiment sur la data dans l'entreprise. Et là, effectivement, la partie pilotée, c'est uniquement des lots qui appartiennent, entre guillemets, à l'ENE. Donc, on va avoir des lots où on est en capacité de vous accompagner sur la maintenance prédictive, la maintenance préventive. On a également tout un volet sur le stockage des données et du cloud, si vous êtes dans cette réflexion-là de qu'est-ce que je fais de mes données, comment je les gère, est-ce que je les laisse en local, est-ce que je les mets en cloud, donc on a des expertises là-dessus. On a effectivement le lot qui est le plus utilisé, c'est la gestion des données internes, où on va vous accompagner via les experts qui sont référencés sur le choix d'un logiciel. Donc tous les experts qui travaillent avec nous sont des experts qui sont indépendants de l'offre de solutions et qui sont en capacité de faire une analyse, un cahier des charges en toute neutralité par rapport à vos besoins. Après, donc effectivement, on a une expertise en IoT, Big Data. Donc là, effectivement, c'est si aujourd'hui vous souhaitez mettre de l'IoT dans vos objets, c'est
quels sont les processus, quels sont les technos, quels sont les usages, quel est le retour sur investissement. Donc là, on a une expertise large. On a également des expertises sur la blockchain. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais traité encore, mais on a des experts qui sont capables de vous accompagner sur des problématiques de blockchain, notamment si vous êtes aujourd'hui dans un processus industriel où la traçabilité est une problématique importante qui vous est donnée par vos clients, la blockchain est une réponse. Une expertise forte sur la cybersécurité et la structuration des données avec la capacité de faire des tests d'intrusion avec des experts. Et dernière chose, effectivement, cartographier son système d'information qui est plutôt aujourd'hui vous accompagner sur qu'est-ce que doit être mon système d'information pour répondre aux enjeux de l'industrie 4.0 et à mes évolutions futures. Donc, je crois que j'ai fini. Merci Frédéric. Merci à tous les trois d'ailleurs dans le live. Alors, on t'entend pas très bien, Frédéric Miribel. Je ne sais pas si. Bonjour à tous. Ah, vous m'entendez là? Non. Oui, c'est bon. Bonjour à tous. C'est bon, excusez-moi. Céline, je vous laisse la parole. Donc, Céline est chargée de mission numérique référente French Tech et Industrie du Futur à la Direct, donc représentant les services économiques de l'État en région. Et elle va nous parler de l'aide à l'investissement de transformation vers l'industrie du futur. Ah oui, Céline. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, le dispositif aide à l'investissement du futur a remplacé le dispositif de suramortissement qui était un dispositif un peu lointain puisque c'était seulement quand on déclarait ses impôts qu'on pouvait l'utiliser. Du coup, l'effet était un peu en retard. Donc du coup, là, on a une aide directe qui s'adresse aux PME-ETI qui réalisent un investissement lié à l'industrie du type 4.0 en France, dans les secteurs industriels, donc exclusivement industriels, fabrication ou transformation de biens corporels mobiliers, donc où le matériel et l'outillage jouent un rôle prépondérant. C'est important de se focaliser là-dessus, puisqu'effectivement, les services de l'industrie, pour lesquels on m'a souvent posé la question, ne sont pas éligibles. En termes d'éligibilité, on est effectivement sur des entreprises qui sont des PME, donc celles qui sont trop importantes comme les grands groupes ne sont pas éligibles, celles qui ont une activité exclusivement commerciale, agricole, artisanale ou libérale non plus, et les investissements réalisés hors de France ne sont pas éligibles non plus. Ça va mieux en le disant. Par contre, effectivement, si c'est une entreprise étrangère mais avec des investissements en France, c'est éligible. Le dispositif est géré par l'Agence de services et de paiement. Donc, pour l'instant, ce sont les services de l'Agence de services de paiement de Normandie qui instruisent des dossiers. Donc, c'est pas inquiétant si ce n'est pas l'agence basée en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est normal. Là, on sait qu'il y a plusieurs équipes, notamment en Aquitaine, qui devront aussi aider puisqu'il y a un afflux de dossiers important. Mais ne vous inquiétez pas si vous adressez votre demande en Normandie. Le calendrier de mise en œuvre, c'est ouvert depuis le 27 octobre et c'est jusqu'au 31 décembre pour cette année, avec une date à respecter pour les entreprises qui sont éligibles au régime temporaire Covid du 15 décembre. Mais c'est reconduit sur l'année prochaine et sans doute l'année d'après, sous réserve des votes du Parlement. Si vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc la liste des équipements éligibles, donc on a tous les équipements dits matériels donc qui concourent à la mise en place d'une usine 4.0. Donc vous avez la liste qui est reprise ici dans tous les arrêtés. Donc on a bien tout ce qui est robotique, cobotique, fabrication additive, capteurs physiques qui permettent effectivement de faire par exemple de la maintenance prédictive, les machines à commande programmable numérique et également aussi les équipements de réalité augmentée et virtuelle qu'a évoqué par exemple Frédéric. Donc c'est pour ça que c'est intéressant éventuellement de faire appel aux deux dispositifs conjointement. La suivante, s'il vous plaît, est donc une liste d'équipements qui concerne plutôt les logiciels, donc à la fois pour ceux qui sont sur des opérations de conception, de transformation et maintenance. La liste exhaustive est indiquée dans l'arrêté du journal officiel et notamment ça exclut les CRM, hein, on est plutôt sur des sujets de type ERP, GMAO, etc.
L'autre partie, ce sont les logiciels qui ont recours en partie à l'intelligence artificielle. Et du coup, j'ai fait un petit zoom là-dessus, puisqu'effectivement, on est sur un investissement qui est parfois compté en CAPEX comme une charge et donc comme un investissement. Et donc, du coup, de ce fait-là, ils ne sont pas éligibles à ce titre-là. Ce ne sont pas les abonnements qui sont pris en charge, hein, c'est bien la mise en place, les frais de conseil directement liés aux biens de type programmation, mise en service, acquisition de compétences sur le fonctionnement du bien. Donc après, ça peut être intéressant de se rapprocher de l'ENE sur ces sujets pour voir effectivement si c'est plutôt le dispositif qui est mis en place avec la région qui peut prendre en charge le sujet, ou directement l'investissement si vous n'avez pas besoin, par exemple, des conseils et de l'accompagnement. La suivante, s'il vous plaît. Et donc, le taux d'aide peut aller jusqu'à effectivement 40%, sous réserve du régime, de l'application des régimes d'aide. Donc, en fait, la première question à se poser, c'est la situation financière de l'entreprise, si effectivement vous êtes éligible au régime temporaire Covid. Ça veut dire si vous avez vraiment été touché par la crise avec une baisse du chiffre d'affaires, un recours au chômage partiel, ce genre de choses. Et du coup, vous avez une possibilité d'aide qui peut aller jusqu'à 800 000 € dans ce cadre, auquel s'ajoute une éventuelle enveloppe du plafond de minimis classique, c'est-à-dire le régime qui est en régime d'aide notifié à la Commission européenne, qui peut aller jusqu'à 200 000 €, pareil, sous réserve que vous n'avez pas déjà utilisé une partie de ces aides. En fait, pour vérifier ce plafond, les aides publiques que vous avez reçues doivent indiquer dans leur texte, leur convention, leur arrêté, elles visent le régime de minimis. Donc, du coup, vous pouvez calculer votre montant d'aide possible grâce à ce sujet-là, avec ces documents-là. Et donc, par contre, si vous n'avez pas droit à ce régime, effectivement, c'est la taille de l'entreprise qui compte pour donner le taux de subvention. Donc, pour les petites et moyennes entreprises, on est sur 20%. Pour les petites et 10 pour les moyennes. Et il faut savoir que l'instruction qui se passe au niveau de l'ASP va conduire à appliquer le taux plus favorable de l'entreprise. Éventuellement, par exemple, en mixant les deux. Si par exemple vous avez un plafond d'aide qui vous Covid déjà atteint, mais que vous pouvez quand même l'utiliser, il y aura un mix des deux types de régimes pour que ça soit le plus favorable à l'entreprise. Et la dernière, sans doute, voilà. Et si vous avez des questions, bien sûr, je suis à disposition comme les autres. Merci. Merci beaucoup, Céline. Effectivement, il y a des questions. Sébastien, je te laisse prendre la main pour les questions. Oui, absolument. Donc, du coup, comme l'a précisé Frédéric en introduction, donc normalement, vous avez un petit module sur GoToWebinar qui devrait apparaître à droite, donc devant votre écran, qui est un module de questions. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. On a une bonne vingtaine de minutes pour répondre à ces questions-là. On va voir si du coup il y en a d'autres qui en arrivent. Peut-être en attendant que d'autres questions arrivent, j'en avais une personnellement pour vous, Céline, de la Direct. Est-ce que vous savez si du coup l'aide à l'investissement sur l'industrie du futur il y a beaucoup de dossiers qui ont été déposés sur cet appel à projet, sur ce dispositif, est-ce qu'il rencontre un certain succès? Comment on est aujourd'hui? Alors, oui, il rencontre un très grand succès puisque, en fait, on a eu l'information que les équipes mobilisées par l'ASP de Normandie n'étaient pas suffisantes et du coup qu'il y aurait plus d'instructeurs pour pouvoir essayer de tenir des délais plus raisonnables pour l'instruction de ces demandes. Alors effectivement, il faut savoir qu'on n'est pas sur un appel à projet, on est bien sur un mode guichet, donc ce n'est pas une sélection, mais il y a quand même une instruction pour effectivement rentrer dans les critères que je vous ai indiqués. Hier ou aujourd'hui, on a eu le document qui est sorti sur le site de l'ASP qui s'appelle la notice pour les demandes de paiement, qui répond aussi à des questions que j'avais eues sur la durée possible d'investissement. Donc là, c'est 24 mois. Et le sujet aussi du crédit bail, où effectivement, c'est possible d'intervenir en crédit bail. Mais donc, oui, beaucoup de succès. Donc après, l'épuisement des crédits va peut-être venir plus vite que ce qu'on pensait.
Ok, super. Donc les questions commencent à arriver. On en a une autre du coup, je pense, qui s'adresse peut-être soit à Frédéric Bellotti, également à Céline. Nous souhaitons mettre en place un logiciel de GPAO pour la gestion de production, gestion du service après-vente. Est-ce que cela rentre dans le cadre du financement Industrie du futur? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Alors, je vais répondre. Allez, Vas-y, Céline, je t'en prie. Alors, j'y vais. Oui, effectivement, ça rentre en compte. Effectivement, sur la partie data, sur Industrie du futur, on est sur la partie data qui va se concentrer sur la production ou l'outil de production. Donc, dès qu'on est sur un projet de GPAO, de PLM, de MES, de RP, c'est quelque chose qu'on peut accompagner. Donc, on met à disposition ce fameux expert qui vient se faire ce travail d'analyse, de rédaction de cahier des charges. Ce qu'on ne va pas être en capacité de prendre dans l'industrie du futur, c'est tout ce qui va être en amont de la production, c'est-à-dire tout ce qui va être relations commerciales, tout ce qui va être web marketing, tout ce qui va être e-commerce, c'est des choses qu'on n'est pas en capacité d'investiguer. Mais dès qu'on est sur centrer un outil qui vient en support, en supplément de la production et de l'outil de production, c'est quelque chose qu'on est en capacité de faire. D'accord, super. Donc, a priori, pour l'accompagnement Industrie du futur, ça devrait être éligible. Est-ce que côté aide à l'investissement, Céline, est-ce que ça serait quelque chose qui serait également éligible? Oui, GPAO, MES, effectivement, et le logiciel utilisé aussi pour tout ce qui est modélisation, virtualisation, traitement des images et simulation des procédés et processus industriels. Donc là, ce que je lis, c'est l'article, l'annexe de l'arrêté qui précise les choses, qui détaille effectivement tous les investissements. Et du coup, effectivement, ça peut être intéressant d'échanger avec Frédéric pour voir ce qui peut être éligible, jusqu'où peut aller l'aide liée à l'ambition Industrie du futur et l'aide à l'investissement ensuite. Ça peut être intéressant pour faire une couverture maximum de la dépense pour l'entreprise. Ok, très bien. Super, merci beaucoup. Du coup, on a une autre question. Donc, quelle possibilité de soutien financier pour les établissements, donc entre parenthèses de type industriel, appartenant à un grand groupe international? Donc, ça faisait peut-être référence à une autre question qu'on avait aussi, peut-être à regrouper une filiale d'un groupe étranger qui est implanté sur Lyon depuis plus de 5 ans. Est-ce que elle est éligible aux différentes aides qu'on a pu présenter? Céline, je ne sais pas si vous voulez dire un mot de ça. Alors, si on est un groupe au sens communautaire du terme, non, ce n'est pas possible. Puisqu'effectivement, les aides, que ce soit l'aide à l'accompagnement Industrie du futur que présente Frédéric ou l'aide à l'investissement, est réservée aux PME, aux ETI. D'accord. Et donc, du coup, si a priori, donc si par contre l'effectif consolidé au niveau européen ou international ne dépasse pas donc les critères PME ou ETI, a priori, il pourrait pour le coup bénéficier de cette aide-là? Oui, oui, tout à fait. Sur Industrie du futur, effectivement, c'est deux contraintes. La limite, c'est 4 999 personnes dans le groupe et qu'il y ait un établissement de production en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire que l'accompagnement ne pourra pas bénéficier d'un établissement qui soit hors de la région. Mais effectivement, si dans le groupe, il y a moins de 5000 personnes et qu'il y a un établissement avec de la production en Auvergne-Rhône-Alpes et que l'accompagnement se concentre sur cet établissement-là, il n'y a pas de souci. D'accord, ok, très bien. Et du coup, alors, je me permets également de compléter sur les autres dispositifs dont on avait parlé dans le cadre du plan de relance, notamment sur les appels à projets. C'est bien là, donc la même logique également qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que du coup, si l'investissement est réalisé par la filiale qui est sur le sol français et que du coup l'investissement va bien être en France et que les capitaux mobilisés sont bien en France, a priori, donc cette entreprise pourrait être éligible aux différents appels à projets dont on a parlé. Et là, pour le coup, dites-moi si je dis une bêtise, les différents intervenants autour de la table, mais il n'y a pas a priori de critères de taille sur ces appels à projets territoire d'industrie ou secteur stratégique. Merci du coup pour la question. Alors, je les connais moins. Oui. J'ai peut-être un élément de réponse. Donc, oui, effectivement, Sophie. de toute façon, c'est toujours noté assez clairement.
dans les appels à projets ou dans les autres dispositifs. Donc, par exemple, Céline voilà, vous a donné le cadre pour le dispositif dont elle vous a parlé. Effectivement, dans les autres dispositifs, c'est la même chose. Par exemple, un prêt vert ADEME va être particulièrement accessible aux petites entreprises et moyennes entreprises au sens communautaire, donc c'est-à-dire inférieur à 250 salariés. Et puis, la majorité des, ça va être le cas, pardon, également pour l'aide en faveur des investissements de décarbonation, c'est-à-dire qu'on va être aussi limité à la PME, donc petites entreprises et moyennes entreprises y auront accès. En revanche, c'est vrai que sur les appels à projets de manière générale, enfin en tout cas en grande partie, après c'est toujours écrit très clairement, c'est généralement accessible aux petites, moyennes et grandes entreprises du moment qu'elles sont effectivement sur le sol français et que les investissements sont réalisés en France. D'accord, ok, très bien. Merci pour la précision. On a une autre question qui vient. Alors là, peut-être, ça sera de nouveau pour vous, Sophie. Remplacer l'intégralité des luminaires d'une usine par des luminaires LED rentre-t-il dans le cadre des aides à la rénovation énergétique des bâtiments? Alors, la rénovation énergétique des bâtiments, non. Parce qu'en fait, là, on parle vraiment de l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire que là, on le connaissait un petit peu tous au niveau personnel. Hein, on va parler plutôt de tout ce qui est isolation par l'extérieur, des choses comme ça, remplacement des huisseries, etc. En revanche, ce genre d'investissement, il va faire partie d'autres dispositifs. Donc là, c'est pareil à étudier dans le détail parce que peut-être qu'il peut être concerné par deux dispositifs particuliers, mais là, on va bien participer en remplaçant des luminaires énergivores par des luminaires beaucoup moins, enfin en tout cas la LED consomme beaucoup moins. Là, on va participer à la consommation énergétique du bâtiment dans sa globalité. Donc du coup, on va pouvoir financer en partie, je pense, l'investissement du matériel. Mais c'est à vérifier. C'est-à-dire qu'après, il y a des points qui sont quand même très très précis. Là aussi, les biens éligibles le sont par décret, donc il y a d'ailleurs sur des dispositifs, les listes sont très claires, donc là ce serait à vérifier. Je ne peux pas vous dire oui à 100% aujourd'hui, mais je pense que ça peut rentrer dans un des dispositifs disponibles aujourd'hui. D'accord, ok. Après, ça peut être intéressant d'aller sur le moteur de recherche qui a été mis en place par le ministère de l'Économie sur plan de relance, où vous avez un moteur de recherche par type d'entreprise et par type d'investissement. Et du coup, effectivement, ça renvoie systématiquement sur les textes réglementaires où, comme le dit Sophie, c'est précisé très clairement dans les annexes ou dans les textes. Ok, merci beaucoup. Nous avions une autre question qui reprend une autre question qu'on avait aussi également eue en amont de ce webinaire. Plus du coup pour Frédéric Bellotti, la question: une société prestataire qui apporte des solutions dans la transition numérique devra-t-elle être référencée? Et donc du coup là, on avait une question un peu similaire. Je suis un prestataire de services qui intervient sur les différentes entités, sur les différents services présentés dans le cadre de l'accompagnement industrie du futur. Et est-ce qu'en tant que prestataire, je peux bénéficier de cette subvention en faisant financer une partie de notre prestation à la région et du coup en réduisant le coût final pour mon client? Très bonne question. Alors, étant donné que Industrie du futur fonctionne avec des fonds publics, on a un processus de labellisation qui est, on va dire, clos mais ouvert. Clos parce qu'effectivement, il a été lancé cette année et qu'on a référencé un certain nombre de prestataires, donc c'est fait en mars de 2020, et qu'à ce jour, on n'a pas la possibilité d'intégrer de nouveaux prestataires. Donc, on n'a pas la possibilité pour les prestataires qui ne sont pas référencés de faire financer leurs prestations. Néanmoins, on est quand même sur un processus qui se veut itératif et d'ici mars-juin 2021, on va effectivement regarder les prestataires et potentiellement, si des prestataires n'ont pas fait l'affaire sur ceux qui avaient été référencés, on ouvrira la possibilité à de nouveaux prestataires de rentrer. Mais aujourd'hui, c'est pas en fait, le dispositif n'est pas fait pour qu'un prestataire qui n'est pas référencé ait la possibilité malheureusement de faire financer à 50% de sa prestation. Il faut être référencé. D'accord, ok. C'est bien noté. Donc du coup, je retiens qu'il y aura d'autres peut-être dans le futur, d'autres
appels à référencement qui seront édités par la région et auxquels pourront prétendre et candidater ces prestataires de services. Exactement. Très bien. Donc, je regarde si on a d'autres questions qui sont arrivées. Je ne sais pas si tu en as d'autres, Frédéric Miribel. Oui, je crois que j'ai vu, il y avait justement une réaction sur est-ce qu'il y a des aides finalement aux grands groupes? Parce que finalement, on a parlé de tout ce qui est en dessous de 4 999 en termes d'aides possibles. Est-ce qu'il y aurait des choses pour ceux qui sont au-delà de ce chiffre dans le plan de relance? Alors, je vais commencer par répondre et puis du coup, à ce moment-là, je laisserai aussi d'autres personnes compléter, peut-être aussi Sophie sur les aides sur l'écologie. Donc oui. Alors là, sur les aides qu'on a, sur le focus qu'on a fait aujourd'hui sur l'industrie du futur, sur les dispositifs. Donc c'est vrai que c'était très ciblé sur les PME et les ETI. Maintenant, comme on vous le disait, sur les aides à l'industrie, par exemple, les 3 appels à projets dont on vous a fait part, aussi bien sur le fonds de rénovation aéronautique, le fonds de modernisation aéronautique automobile, les appels à projets territoire d'industrie et l'appel à projet résilience sur les secteurs stratégiques, tous ces appels à projets-là sont bel et bien ouverts aux grandes entreprises. Et donc, de la même manière que Céline précisait que sur le site de France Relance, on vous aura mis sur la présentation quelques liens utiles que vous pourrez consulter. Sur le site donc, de France Relance, on nous donne aussi des feedbacks sur quelles entreprises avaient été accompagnées dans ce cadre-là. Et donc, du coup, vous avez, par exemple, sur le fonds de modernisation et sur les appels à projets résilience, une liste des projets qui ont été accompagnés et des structures qui ont bénéficié également de ces projets. Et on peut voir là-dedans qu'il y a pas que des TPE, PME, PMI, ETI, mais on a aussi des grandes entreprises et des grands groupes qui ont été accompagnés. Donc oui, on a des dispositifs qui s'appliquent aux grandes entreprises pour ça. Je ne sais pas si Sophie, tu veux compléter sur l'aspect écologie. Écoute, non, parce qu'en fait, ça correspond à ce que tu viens d'expliquer. Hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelques dispositifs qui sont bien limités jusqu'à la PME, mais la majorité des dispositifs comprend un mode de financement aussi pour les grandes entreprises. Donc, c'est-à-dire toute entreprise supérieure à 250 salariés. Donc, pour moi, il n'y a pas a priori de problème là-dessus du moment que l'entreprise est éligible au moins sur ce volet-là. D'accord. Ok. Très bien. Super. Très bien, merci. Il y a une autre question aussi. On parle beaucoup d'aéronautique, d'automobile, etc. Enfin, on a souvent ça en tête quand on parle d'aide au secteur industriel. On avait une question aussi pour savoir si la cosmétique est concernée. Alors, je pense que c'est plus la production, quel que soit le produit. Je sais pas, mais je vous laisse préciser. Ok. Alors du coup, je vais pouvoir aussi également peut-être prendre la parole sur ça. Donc dans le cadre de l'accompagnement aux entreprises et à l'implantation que l'on fait au sein de la DERLI, on est amené en ce moment à accompagner une entreprise de cosmétiques justement sur son implantation et du coup cette entreprise de cosmétiques qui a un projet donc de création d'une unité de production a répondu à l'appel à projet territoire d'industrie puisqu'elle a pour ambition de s'implanter sur une zone territoire d'industrie. Donc son dossier est en cours d'instruction pour le moment. Donc elle a pu avec les différents acteurs avec qui on a pris attache, elle a véritablement pu bénéficier de ces aides-là. On a également des entreprises donc qui sont là, alors que c'est pas de la cosmétique, mais qui sont dans la production également de biens de luxe, donc tout ce qui est maroquinerie, qui aussi font des demandes d'aide dans le cadre du plan de relance. Donc ça ne s'adresse pas seulement donc au secteur industriel, on va dire de type un peu plus lourd, type aéronautique ou automobile. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent en dire un mot sur ce point-là. Je veux bien ajouter quelque chose, en fait, parce que là, on parle d'un secteur d'activité bien particulier. Mais en fait, quel que soit le secteur d'activité, je dirais qu'en fait, l'entreprise, selon le projet qu'elle a, elle va pouvoir en fait regarder différents dispositifs. Je m'explique. Tout ce qui concerne l'efficacité, enfin non, pas l'efficacité énergétique, pardon. Tout ce qui concerne le volet écologie.
En fait, dedans, c'est très vaste. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler uniquement d'efficacité énergétique, mais on va parler également d'économie circulaire, on va parler également d'éco-conception de produits, on va parler de transformation des procédés, mais pas que. Donc, ce qui fait qu'en fait, par exemple, une entreprise de la filière cosmétique comme d'une autre filière peut avoir des projets qui vont concerner plutôt ces sujets, donc qui ne sont pas propres à sa filière, mais qui sont bien propres à son entreprise. Et à ce moment-là, il y a des dispositifs qui, à mon avis, peuvent vraiment aider les entreprises à peut-être travailler, soit travailler différemment, soit les accompagner dans justement une transformation de leur mode de... on se rapproche aussi un peu de l'innovation et aussi, en tout cas, dans les modes de conception de produits, de procédés, etc. Ok, très bien. Super. Je vois une autre question également qui vient de nous parvenir. Si nous n'avons pas de bénéfices, donc nous sommes une entreprise fondée en janvier 2020, pouvons-nous prétendre à une aide? Donc là, ça rejoint aussi également sur l'aspect start-up, donc pour des entreprises de type start-up qui viennent d'être fondées. Alors, sur ça, c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question-là. De manière générale, et pareil, les intervenants autour de la table, dites-moi et corrigez-moi si je me trompe, mais de manière générale, pour des entreprises start-up qui viennent de se fonder, il y a l'étape à passer avant de faire une demande de subvention ou alors faire une demande d'aide, c'est vraiment de constituer des fonds propres. Donc, d'être sûr d'avoir des fonds propres suffisants pour demander une aide, puisque régulièrement, à part quelques dispositifs européens, mais toutes les aides et les subventions qui seront octroyées seront faites au regard des fonds propres qui sont également au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, sur des dispositifs BPI, aussi des dispositifs de la French Tech, le BPI va vraiment regarder ça, 1 euro en fait de financement apporté pour 1 euro de fonds propres. Donc là, je pense peut-être que ça doit être la même chose. Après, peut-être Céline, je ne sais pas si le régime d'aide Covid permet de s'affranchir un peu de cette limite-là. Alors, c'est une bonne question et c'est plus la BPI. Après, c'est vrai que le sujet des startups, enfin, je pense que effectivement, c'est surtout les fonds propres parce que c'est une règle communautaire. La BPI, effectivement, applique cette règle qui est une règle européenne et donc elle ne peut pas déroger à donner une aide supérieure aux fonds propres. Pour les jeunes entreprises, moi, je conseillerais soit effectivement de se rapprocher de BPI ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a effectivement des dispositifs idéaux, ou le mieux, c'est aussi d'aller voir Lyon French Tech One qui a accès aux dispositifs et aux liens pour faire un peu le point sur ce qui est possible de faire dans ces situations-là. Moi, j'avoue que on a fait un webinaire un peu de ce type-là avec les associations French Tech et elles disposent de tous les éléments côté BPI, côté région pour répondre à ces sujets-là de manière détaillée. Parce que c'est vrai que du coup, ça peut être en fonction aussi de l'activité de la start-up. D'accord, ok, très bien. Il peut y avoir des sujets où elles peuvent être effectivement aidées. Enfin voilà, c'est difficile de répondre en général, mais moi je sais que j'ai fait passer aux associations French Tech des éléments qui permettent de répondre à peu près à tous les cas de figure. Mais après, c'est vrai que les toutes jeunes, c'est plutôt compliqué d'avoir des réponses toutes faites. Super. On a 2 questions peut-être encore. Je vois une question assez précise. Alors une question peut-être d'abord sur le crédit d'impôt recherche, alors qui est où en est-il? Je pense c'est un dispositif qui existe depuis longtemps, qui n'est pas complètement lié au plan de relance. Mais peut-être juste un mot sur ce dispositif crédit d'impôt recherche. Où en est-on? Continue à l'identique. Alors oui. Vas-y, pardon. Il n'y a pas de changement particulier. Il y a toujours du crédit impôt recherche, du crédit impôt innovation. Après, il y a sur l'aspect recherche, il peut y avoir un dispositif intéressant pour la prise en charge de frais de doctorants par l'État pour des entreprises qui voudraient recruter des doctorants. Donc ça aussi, on peut retrouver cette aide-là en termes de recrutement sur le moteur de recherche Plan de relance. Par rapport à ça. Si vous tapez PME innovation, on retrouve cette aide-là aussi.
Très bien, oui. Donc voilà, c'est un dispositif qui est ancien et qui continue à l'identique, on va dire. Peut-être une dernière question, une ou deux questions encore. On a encore un tout petit peu de temps. Il y a une question assez précise sur un exemple, par exemple, d'une société d'une usine de recyclage de polyester qui s'installerait avec un montant d'investissement de 20 millions d'euros en tout. Quel serait le montant maximum de financement pour établir cette usine? Il faudrait plus de précision peut-être, mais voilà, globalement, est-ce que on peut dire... Je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Je peux commencer sur ce point-là. Effectivement, c'est compliqué de dire sur ça. Ça dépendra toujours sur les aides, du montant des assiettes de dépenses éligibles et du taux qui est appliqué, de la taille de l'entreprise, du projet en lui-même. Après, du coup, on a des appels à projets, donc de l'ADEME qui peuvent s'inscrire sur ce point-là, mais vraiment, ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce que le projet est collaboratif, qu'il porte, comment, quelle assiette de dépenses éligible. Donc, compliqué à dire comme ça sur cette question-là. Ok. Je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Si on n'a pas oublié des questions, à une dernière peut-être, c'est une grande entreprise déjà implantée. Je pense qu'effectivement, il faudra qu'on voit dans le détail pour ce projet-là. Oui. On va arriver au terme. Après, c'est vrai que, oui. Juste pour répondre, pour répondre à la dernière question, ce genre de projet-là, la DERNI, je crois qu'elle est capable de mobiliser les experts autour, dont la DIRECT, dont la région, Absolument. dont la métropole, pour essayer de répondre précisément. Donc, on peut y arriver en collectif. C'est une bonne transition du coup. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur ce sujet-là. Nous, on fera le relais auprès des différents intervenants et des différentes personnes qui pourront présenter. Bien également penser à, alors là, Céline, Sophie, pardon, si tu voudras en dire un mot, également à l'accompagnement de la CCI qui peut aussi par ton intermédiaire ou d'autres, regarder les projets des entreprises déjà implantées et les aider à s'orienter vers le panel de dispositifs. Ok, il nous reste à vous remercier, vous les intervenants. En tout cas, bravo pour le timing encore une fois et ces informations très riches qu'on a voulu donc délivrer à nos implantés, plus particulièrement dans le domaine de l'industrie. Donc un webinaire très ciblé. On espère que ça aura répondu à vos questions et vos attentes. Et voilà, comme l'a rappelé mon collègue Sébastien, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions ou besoin d'y voir plus clair. En tout cas, merci. Il est midi. Bonne journée à tout le monde. Bon appétit et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.